Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle des impôts, de vos impôts, du prélèvement à la source. Il y a des choses qui changent et on va tout vous expliquer avec Emmanuel Prévost, directeur de la veille légale et de la modélisation chez ADP. Il est parfait et il sait tout sur ce sujet. Le grand entretien, les enjeux RH du monde associatif professionnel. Alors c'est une niche peu connue du grand public, mais ce sont des syndicats professionnels, des organisations professionnelles. On va en parler et ils ont des directeurs, ils jouent un rôle important. On fera le point justement avec Gilles Rouvière, il est le vice-président du CEDAP. On fera le point avec lui sur à la fois l'organisation de cette structure, mais aussi les créations d'emplois. Et le livre de Smart Job, et si on la jouait collectif? Bah oui, évidemment, c'est un vrai sujet. La jouer collectif, travailler, vous l'aurez compris, sur l'intelligence du jeu humain. Livre écrit par Charlotte Dupeyrat, elle sera notre invitée. Elle est coach et spécialiste du management, l'autrice, vous l'aurez compris, de ce livre. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. On parle de vos impôts, on parle du prélèvement à la source, qui est une réforme qui a un peu tout bouleversé. Il y a des choses qui changent et on va tout vous expliquer, alors que vous soyez salarié, mais que vous soyez aussi chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, parce qu'il y a quelques petites nuances. Avec nous, Emmanuel Prévost. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes directeur de la veille légale et de la modélisation chez ADP, donc qui est un expert de ces sujets, entre autres. D'abord, concrètement, sur ces enjeux de prélèvement à la source, c'est ce dont vous êtes venu nous parler. Qu'est-ce qui a évolué depuis le 1er septembre ? Alors, ce qui a évolué depuis le 1er septembre, en fait, c'est la capacité d'individualiser le taux de prélèvement à la source au sein du foyer fiscal. Historiquement, en fait, c'était le taux du foyer fiscal qui était transmis aux employeurs pour que le prélèvement à la source puisse être appliqué sur les traitements de paye. Dorénavant, le taux par défaut est un taux individualisé en fonction des revenus de chaque membre du foyer fiscal. Donc, ce qui évidemment change la donne. Ça, c'est passionnant parce qu'on est dans des cas de figure où on peut avoir un couple avec 2 salariés. Là, c'est assez facile. Un couple 1, personne 1, personne 2. Mais là où ça se complique, c'est quand vous avez un salarié d'un côté et de l'autre un auto-entrepreneur, un commerçant qui, lui, n'a pas de salaire, mais des revenus. Donc ça complique les choses, on est bien d'accord. Oui, alors il avait la possibilité, cet auto-entrepreneur, de toute façon, de déclarer en fait ses revenus estimatifs pour avoir en effet des précomptes, des prélèvements de la part de la Direction générale des finances publiques. Pour faire quoi? Tout simplement pour faire en sorte qu'on colle au maximum au prélèvement à la source, qui est in fine, en fin d'année, d'avoir évidemment les régularisations les plus faibles possibles. Hein. L'objet du prélèvement à la source, c'est d'être contemporain des revenus. Et donc, pour un auto-entrepreneur qui n'a pas de verseur de revenus, oui. Évidemment, c'est à lui d'aller indiquer une estimation de manière à pouvoir être prélevé. Et donc, c'est lui qui va dire à la DGFiP le montant de prélèvement qu'il consent à faire, en fait. Absolument, tout à fait. Ça, c'est un point important. Et il peut se séparer, même s'il est marié ou pacsé avec quelqu'un. Oui, ça peut être individualisé au sein d'un foyer fiscal. Seuls des revenus qui seraient communs au foyer fiscal, par exemple des revenus immobiliers, bien dans sûr. ce cas-là, feraient l'objet d'un calcul commun et ensuite réaffecté au prorata. Attention toutefois, pour la Direction générale des finances publiques, ça reste quand même le foyer fiscal qui est redevable, même si évidemment on sépare les calculs pour avoir des taux d'imposition différents. Donc si j'oublie d'aller voir la DGFiP et que je ne paie pas mes impôts, ça sera ma femme qui paiera les impôts. Absolument, ce sera votre foyer fiscal qui sera appelé en responsabilité. Bon, c'est une très bonne information. Donc ça, c'est juste un mot quand même sur le côté, on parlait des usagers, ceux qui vont aller, mais il y a quand même un enjeu pour vous chez ADP, côté entreprise. Qu'est-ce que ça change? On modifie les logiciels? Qu'est-ce que ça modifie dans votre relation, vous, de conseil aux entreprises? Alors, chez ADP, on réalise plus de 3 millions de bulletins de salaire par mois. Donc, évidemment, c'est une évolution qu'on a pris avec grand sérieux. On a informé, en fait, nos clients entreprises de ce changement. Alors, tout est automatisé, c'est-à-dire que l'employeur n'a rien à faire. Les taux de prélèvement à la source lui arrivent directement via ce qu'on appelle des transmissions machine-to-machine et sont intégrés directement dans nos systèmes d'information pour qu'ils puissent être pris en compte pour le calcul des bulletins de salaire. En revanche,
À partir du moment où ça change le taux de prélèvement à la source des salariés, nous avons fait le choix d'informer nos clients pour les mettre en situation et dire attention, vous risquez d'avoir davantage de questions de la part de vos salariés, puisque pour certains salariés, évidemment, le taux va diminuer, mais pour d'autres, il va augmenter, puisque jusqu'à présent, on était sur des taux individualisés, des taux communs, et là, on est sur des taux individualisés. Donc, évidemment, celui qui avait finalement le revenu le plus fort, mais un taux moyen, va se retrouver avec évidemment un taux beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'on se le redise et que les choses soient claires, depuis le 1er septembre, on sépare les deux. Il n'y a plus de possibilité de rester comme avant le 1er septembre. Il n'y a pas d'option. Si, c'est une option. C'est-à-dire que la Direction générale des finances publiques a inversé l'option. Elle est désormais en option en taux individualisé, en majeur en taux individualisé. En revanche, il reste toujours l'option qui est de dire finalement je veux conserver un taux moyen au sein de mon foyer fiscal. Vous savez, au moment de l'avènement du prélèvement à la source en 2019, il y avait aussi l'option qui était de dire je ne veux pas divulguer mon taux de prélèvement à la source auprès de mon employeur. Donc ces options restent. C'est possible de le faire, mais ce qu'on constate, c'est qu'en général, les options sont relativement peu prises par les contribuables. Ils ont plutôt tendance à laisser faire les options par défaut de la Direction générale des finances publiques. Un mot, puisque vous êtes un expert de ces sujets, on peut faire varier son taux nous-mêmes directement sur le site DGFiP, où le taux il est fixé par rapport à ce qu'on déclare en revenus ou en rémunération? Alors, le taux est fixé par rapport à vos revenus déclarés. En revanche, vous avez la possibilité de le modifier. Si, par exemple, vous estimez avoir des revenus qui vont augmenter, vous pouvez très bien augmenter votre taux de prélèvement à la source. Ou inversement le diminuer. Attention, si vous le diminuez et que vous lésez la trésorerie de la Direction générale des finances publiques, là, vous pouvez avoir des pénalités. Donc, l'augmentation du taux est tout à fait libre. La baisse nécessite vraiment de le faire avec précaution. Ne lésez pas la DGFiP, car la DGFiP va vous rattraper. Merci d'être venu nous éclairer sur tous ces sujets qui sont des sujets qui en apparence paraissent techniques, mais qui sont très intéressants. On peut donc séparer les taux, et on n'est plus en couple, en unité, mais on peut se séparer, évidemment, avoir des variations. Évidemment, quand on faisait un taux moyen, c'est pas le même que quand on réindividualise. Absolument. Merci Emmanuel Prévost d'être venu nous rendre visite, directeur de la veille légale et de la modélisation chez ADP. Combien de bulletins de paie? C'est vertigineux. Plus de 3 millions par mois. 3 millions de bulletins de paie par mois, c'est colossal. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse aux organismes professionnels, qui est véritablement un secteur peu connu, peu médiatique, mais qui génère beaucoup d'emplois et qui génère évidemment un certain nombre de secteurs d'activité incroyables. On va faire le point, justement, c'est l'occasion de faire la lumière sur le CEDAP. Et on accueille son vice-président dans Smart Job, qui est le débat aujourd'hui, un grand entretien. Le cercle RH pour parler d'un sujet que nous n'avons jamais traité ici sur le plateau de Bismart, qui sont les organisations professionnelles. Alors, ce ne sont pas des associations loi 1901 traditionnelles type Resto du Cœur, associations caritatives. Ce ne sont pas non plus des syndicats dont on vous parle régulièrement, qui sont autour de la table pour le dialogue social. Non, c'est autre chose qu'on appelle des organisations professionnelles. Et on va en parler parce que ça représente des centaines de secteurs d'activité, des centaines de métiers. Et donc derrière, évidemment, d'emplois. Et on en parle avec son vice-président, Gilles Rouvière. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes puissant, mais alors vous êtes des hommes de l'ombre. Et là, c'est l'occasion aujourd'hui de sortir de l'ombre. Vice-président du CEDAP. Et je précise que la fonction de vice-président, fonction bénévole, parce que vous êtes, le directeur général d'une fédération qui s'appelle Alliance 7 et qui représente, alors là aussi, combien de métiers, combien de corps? 9 métiers. 9 métiers différents. Alors, Alliance 7, 9 métiers. Oui, on est en train de travailler sur le nom, pour tout vous dire. Alliance 9, alors. On va essayer de trouver mieux. Confiserie. Confiserie, chocolat, biscuits gâteaux, thé, café, apéritifs à croquer, fruits secs, céréales du petit déjeuner et tout l'univers nutrition spécialisé qui répond à une alimentation spécifique, personnes âgées, malades, sans gluten, enfants. C'est 2 mondes, épicerie et nutrition spécialisée. Sujet important, le sans gluten et l'alimentation pour les gens malades. Le CEDAP, c'est le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, donc vous en êtes le vice-président, qui est une tour de contrôle qui va gérer évidemment beaucoup de personnalités comme vous. En regardant et en essayant de comprendre,
J'ai vu que vous aviez été, alors c'est la fameuse loi Le Chapelier, pour ceux qui font un peu d'histoire, qui en 1791 interdit toutes les associations pour éviter de régénérer des risques politiques. Et puis ça va jusqu'à la loi Sapin 2016, puisqu'il faut faire des déclarations Totalement. d'utilité, Transparent. transparence, évidemment, et de conflit d'intérêts, puisque ça renvoie à tout cela. Tout à fait. À quoi sert le CEDAP, concrètement? Alors, le CEDAP a vocation à réunir 300 dirigeants de fédérations, de syndicats. Il y a différents niveaux chez nous. Les syndicats métiers, qui représentent des métiers niveau 1, on va dire, chocolat pour moi par exemple, et niveau 2, les fédérations qui réunissent un éventail de métiers. Pour moi, c'est l'ANIA, c'est la confédération qui représente Très puissant. tout l'alimentaire, qui est assez puissante, et ensuite le MEDEF. Hein, c'est la pyramide, entreprise, syndicat métier, fédération, confédération, MEDEF, CPME ou UDP. Ou l'UDP, artisan, profession Voilà. libérale. Nous, on est agnostique, on est MEDEF, CPME, UDP, on n'est pas Transversale. transversal. Et donc j'entends que vous n'avez pas de position syndicale au sens politique du terme. Alors, au niveau de ma structure, oui. Au niveau du CEDAP, non. Au niveau du CEDAP, on est vraiment là pour accompagner le métier de DG, le valoriser, le faire connaître, parce qu'effectivement, c'est un métier qui est assez méconnu, à tort. D'où votre présence. D'où ma présence, et merci encore. Et donc, on essaye de faire comprendre. Il y a quand même 10 000 emplois, donc c'est quand même pas rien. Alors, DG, c'est votre fonction. Tout à On a fait. compris que vous étiez vice-président de cette belle organisation Tour de Contrôle. DG, c'est quoi le DG d'une fédération? Alors, la vôtre, c'est Alliance 7. C'est quoi ce métier? Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais comment on peut faire le portrait robot d'un DG? Un DG de syndicat, alors c'est assez simple, c'est un peu un patron de PME. C'est-à-dire que son rôle premier, c'est de gérer une équipe, un budget, et les instances statutaires, conseil d'administration, assemblée générale, qui sont composées de nos adhérents. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai des biscuitiers, par exemple, qui siègent dans mes instances statutaires, et il faut trouver les consensus, les voies communes, pour avoir deux éléments clés, représentés à l'extérieur, auprès des médias, des pouvoirs publics, et également à les accompagner. Parce qu'une grande partie du job qui est méconnu, c'est l'accompagnement. On les aide à décrypter la loi, à anticiper les évolutions techniques, juridiques, pour qu'une entreprise chez nous ait un peu de vision, un peu de temps long, qui lui manque souvent au quotidien. Et on l'aide. Et voilà. J'ai vu dans votre document, dans votre plaquette, parce que c'est intéressant quand même de se pencher très sérieusement sur ce que vous faites, dans la manière de créer de la marque employeur, de donner envie à ceux qui nous regardent, de dire tiens, si j'allais voir un peu ces postes de DG. En fait, la feuille de poste, elle est passionnante, parce que ça va du juridique jusqu'à la création d'événements. On est d'accord? Et elle est multiface, c'est-à-dire si vous êtes DG, alors, c'est mon cas, j'ai la chance d'avoir une structure assez étoffée avec 30 salariés, vous avez vraiment une PME à gérer, mais aussi une structure où vous êtes tout seul, ou avec une assistante, ou un technique peut-être, et là vous faites tout. Là vous gérez, vous êtes juriste, comptable, manager, gestionnaire. Votre travail, je pense à Alliance 7 en l'occurrence, c'est quand même d'être le porte-parole. Oui, la première démission. Voilà, vu le contexte dans lequel on est, enfin, je m'autorise à me tourner vers vous. On a eu quand même des tentatives, l'envie avortée d'ailleurs du MEDEF, de la CPME, de descendre dans la rue pour dire attention à la fiscalité. Enfin, je veux dire, vous êtes en première ligne sur ces sujets. Vos adhérents vous disent, on ne peut pas laisser passer ça. Totalement. Alors, c'est pour ça que vous avez noté, c'était pas vraiment une manifestation, c'était un meeting. Un meeting. Les patrons ne vont pas trop dans la rue. C'est un meeting fixe, voilà, captif. Exactement, captif du MEDEF. Et c'est vrai que l'incertitude politique et les enjeux fiscaux nous inquiètent énormément, puisqu'on a beaucoup de grands acteurs. Ce qu'il faut retenir dans les fédérations, syndicats, c'est qu'on réunit des acteurs de toute taille. De la plus petite TPE à au des plus gros mastodontes. groupe. À la confiserie, par exemple. Totalement. On a vraiment les colosses que vous connaissez, je dirais les marques, sinon il faut que je les cite tous, et des TPE, PME qui sont en 90% de nos membres. Donc, il faut vraiment aider ce tissu à passer les crises. Elles ont connu le Covid, la guerre en Ukraine, la phase inflationniste et maintenant la politique. Donc, le patron de PME, il faut être sacrément accroché. Et le DG, il doit avoir aussi une bonne dose, quoi, pas de flegme, mais de quoi? De bonne psychologie, de bonne connaissance de l'écosystème, quand même. Une bonne connaissance et un gros relationnel. Vous pouvez être le meilleur technicien. Si vous n'avez pas un relationnel avec les adhérents pour les aider, les écouter, les rassurer, être avec eux, être actif à leur service, on ne peut pas réussir. Ça veut dire que pendant que certains sont dans la salle des machines à faire de la confiserie artisanale ou industrielle, vous, Gilles, vous êtes avec votre sacoche en train de monter quoi? À Bercy, au ministère des PME, dans les grandes directions? Tout à fait, c'est la partie externe, c'est la partie d'affaires publiques, où on échange les pouvoirs publics, administration, ministère, parlement, pour tout simplement leur dire, attention, si vous touchez tel curseur, vous aurez tel impact. Et c'est vrai pour l'ensemble de mes homologues dans les fédérations, où on leur dit, notamment en ce moment,
attention à la fiscalité. On est déjà en France à un niveau très élevé. Mmh. Juste faites attention parce que les entreprises font faillite en ce moment quand même dans le silence malheureusement des médias. Au CEDAP, vous avez des chiffres de ça, des vibrations négatives hein, Alors aujourd'hui, on a 13 000 entreprises dans l'alimentaire qui sont en train de faire faillite. dans Dans l'alimentaire. l'alimentaire. Ça, c'est le secteur que vous connaissez J'ai le moins mieux. le secteur global. Mais on peut là, c'est le chiffre national de toute façon des défaillances d'entreprises qui est assez élevé. Après, il y a différents acteurs. Mes acteurs, par exemple, l'alimentation, ne sont pas directement concernés par la commande publique, par exemple. Non. Pour le BTP, lui, il est vraiment impacté par l'incertitude politique de manière très, très forte. Quand le bureau du CEDAP se réunit, Ouais. on comprend bien que c'est plein de secteurs Tout différents. à fait. Et donc, c'est des chocs de culture, c'est des chocs de secteur, c'est des vrai, chocs c'est vrai. de business. Comment ça se marie tout ça au sein du CEDAP? Parce que je sais que vous recrutez. Je précise quand même que Oui. cette émission, elle a aussi pour vocation à dire Totalement. il y a du recrutement. D'ailleurs, si on pourrait être pratique, on va sur le site du CEDAP. On peut aller sur du CEDAP. Il y a pas mal de sites après de fédérations de syndicats qui regroupent des offres d'emploi. Donc Il y a un n'hésitez dictionnaire pas. où je peux trouver tous les, Il y a un tous les annuaire syndicats. en ligne qu'on pourrait vous envoyer. Alors, il n'est pas accessible par tout le monde parce qu'il faut être adhérent pour l'avoir. D'accord. Mais contactez le CEDAP si vous êtes intéressé par les carrières. Non, mais c'est important. On vous aiguillera toujours. Et ça, c'est capital. Parce que comme je l'évoquais quand on est sur les bancs de la fac, moi le premier, je me suis jamais dit je veux travailler Ah oui. en Moi, organisation. je finirai au CEDAP. Voilà, Bah non, jamais. bah non. Et à tort, parce que les métiers sont passionnants pour une raison très simple, c'est que les métiers sont divers et on est vite autonome. On n'est pas un énième pion dans les grosses machines. Hmm. On est vite, on est des C'est vrai. PME, donc on est très vite au charbon Ouais. visible, actif. Ce que je trouve passionnant dans votre métier, c'est que c'est en fait une boule à facettes. C'est qu'il y a à la Oui. fois de l'opérationnel, il y a du Totalement. lobbying, il y a de la Totalement. communication, il y a de la psychologie, puis il y a quand même de la technique. J'ai vu que dans les profils de DG, Tout à il fait. y a beaucoup de juridique et de droit. Je ne sais Tout pas à quelle fait, c'est mon filière. cas, droit. Voilà, vous faites partie de une bonne majorité de ceux qui ont fait du Totalement. droit. Mais il faut aussi se former en com, mais il faut aussi se former en psychologie humaine. On va être au niveau un DG, alors c'est vrai pour des permanents, mais même un DG plus globalement, on est des généralistes. Donc il faut être à l'aise sur plein de terrains, pas forcément pointu sur tous, parce qu'évidemment on n'est pas des surhommes, Non, non. mais il faut avoir cette capacité de jongler entre différentes casquettes, comme un patron de PME. C'est la meilleure image qu'on peut avoir. Le CEDAP a salué la nomination de Sébastien Lecornu. Oui. Alors, je ne sais plus c'est lequel, version, le 1 ou le 2 là. Vous avez resalué pour. Non, on a fait le 1 seulement. Ah, vous avez fait le 1. Non. Vous oui. considériez qu'il fallait plutôt Alors, encourager. c'est pas pour la politique du tout. On aurait salué quelqu'un d'autre de la même manière. C'est notre responsabilité de souhaiter bonne chance aux gouvernants. Parce on représente les acteurs économiques. L'optimisme, Donc, quoi. voilà, l'optimisme. Soyons optimistes. Et leur réussite est la nôtre. Donc on n'a pas intérêt à ce que ça chute. Donc c'est un message, au-delà de félicitations, c'est un message un peu d'encouragement. Et pour dire aussi, comptez sur nous. On est des acteurs économiques responsables, on peut peut-être aider. Gilles Rouvière, vous qui êtes venu aussi un peu nous parler de votre métier de directeur général parmi les 300, puisque vous êtes 300 Oui. au sein du CEDAP, pour rien au monde, vous ne changeriez. J'ai le sentiment que vous êtes objectivement, et c'est intéressant, épanoui dans votre fonction de directeur général d'Alliance 7. Alors j'ai fait toute ma carrière dans les fédérations. J'ai commencé par les fédérations. J'ai fait un stage, pour tout vous dire, en 5e année de droit au MEDEF à Paris. Et depuis, j'ai plus quitté les syndicats ou les fédérations à différents niveaux d'ailleurs. Non, c'est vraiment des métiers passionnants, à condition, encore une fois, d'aimer le relationnel, le consensus et de porter des sujets parfois qui sont compliqués. C'est pour ça que je vous repose la question avant de nous quitter. Quand on réunit le BTP, l'agroalimentaire et des secteurs On est industriels tous très réunis, différents, parce que notre métier de DG est le même. Donc en fait, c'est du partage, quoi? C'est du partage d'expérience, d'expérience, retour d'expérience, de vécu, mise en de relation manière des de réseaux. faire, mise en relation. On a des jeunes DG, des DG plus capés. Donc on est vraiment là pour que tout le monde se sente bien pour son poste de DG. Et peu importe quelqu'un qui vient des secteurs X ou Y, c'est pas notre sujet. On a le même métier, donc on essaie d'avancer ensemble. Dans votre secteur, quel est le sujet que vous portez aujourd'hui à Alliance 7? Alors, il y a un discours politique général de Lecornu Oui, 2 voilà. qui est en suspens. Totalement. On ne sait pas si ce gouvernement va rester. Il y a un enjeu sur les retraites. Mais quels sont vos sujets que vous avez sous le bras et dont vous attendez le ministre? Alors, il y a eu Farandou au travail. Agriculture, je crois qu'Annie Genevard est restée. Tout à fait. C'est quoi le prochain rendez-vous que vous attendez avec impatience, là? Nous, notre vrai enjeu, c'est le budget maintenant, c'est la phase budgétaire, on l'évoquait. Donc, la fiscalité. La fiscalité. Les acteurs sont prêts à se mobiliser, tout le monde est responsable. On ne peut pas avancer avec des boulets aux pieds par rapport aux concurrents européens ou mondiaux, avec des pays quand même qui sont assez agressifs. Et nous, on est toujours un peu dans l'idéologie, dans le dogmatisme, et nous, on veut vraiment avancer, et il ne faut pas rajouter des boulets aux entreprises pour avancer. C'est vraiment le message clé de la fin d'année. On est responsable, on est prêt à prendre une partie du fardeau s'il le faut, mais il faut le faire de manière intelligente et tenir compte de notre niveau d'endettement et de déficit, mais aussi
de prélèvements obligatoires Ouais. par rapport à nos concurrents Mais, européens. mais aussi de l'importance de maintenir des outils de production industrielle, Alors- agricole et j'en passe, parce que ça passe. Là, vous avez totalement raison. oui. Mettez-vous à la place d'un patron étranger, européen. Demain, il doit investir en France, en Allemagne, en Italie. Je ne suis pas sûr que la France soit en premier, malheureusement. Et il faut retrouver cet élan-là, qui était une vraie réussite du premier mandat de Macron. Ouais. C'était vraiment une belle réussite. Ouais, c'est vrai. Là, malheureusement, l'outil est cassé. Ouais, il avait créé une confiance et Totalement. l'idée que l'entreprise était au centre. Et que la de- France revenait dans un jeu mondial, ce qui est plus le cas. compétitif. Enfin, vous le sentez, vous, au sein Et du CEDAP. maintenant, n'est plus le cas. Parce que pour On investir décroche. L'investissement, heureusement, Et là, il y a des boîtes qui investissent toujours, qui y croient encore, comme vous dites, la confiance, qui y croient encore. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose beaucoup plus de questions quand il faut investir en France par rapport à d'autres pays qui ont des... Le Portugal fait un excédent incroyable. La France fera un excédent. parce qu'elle a pris des mesures assez radicales Alors après, pendant voilà, presque on ne demande 10 ans. pas- voilà. Alors après, il faut trouver l'équilibre. On est en France, Ouais. donc il ne s'agit pas de casser le modèle social, mais Ouais. il ne s'agit pas non plus de casser la dynamique des boîtes. C'est un juste équilibre et c'est d'ailleurs le débat que vous devez avoir tous ensemble au sein du CEDAP. Allez sur le site du CEDAP. Totalement. Il y a là, indépendamment des grands enjeux structurels de notre vie économique et politique, il y a des postes peut-être qui peuvent correspondre à vos envies. Vous êtes plutôt juriste, plutôt sciences humaines, vous êtes Ingénieur. ingénieur. Totalement. C'est très ouvert parce que c'est un poste très, très ouvert en soi, très riche. Il faut aimer le contact. Il faut aimer le contact. Mais c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Gilles Moi de Rouvière. même, merci beaucoup. Porte-parole en quelque sorte de ce CEDAP dont vous êtes le vice-président et je précise que vous êtes le directeur général d'Alliance 7 qui est une fédération qui regroupe plein de métiers, de la confiserie, le chocolat, Tout ce qui est bon. tout ce qui est bon et bon, tout est relatif. Avec modération. Modération. Avec plaisir. Avec plaisir, exactement. Merci Gilles de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On termine notre émission, et ça c'est un vrai sujet qui peut impacter les directeurs généraux d'organisations professionnelles. Et si on se la jouait collectif, bah oui, l'intelligence du jeu humain, ne plus être dans des silos, mais de travailler sur la créativité. C'est la thèse développée par Charlotte Dupérat. Elle est notre invitée, et c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, l'intelligence collective, on en parle beaucoup et un livre est sorti, écrit par Charlotte Dupérat. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Merci de me recevoir. Très heureux de vous Bonjour. revoir. Je crois que vous êtes venu en 2020, au tout début de Bismart. Ce livre, et si on se la jouait collectif, l'intelligence du jeu humain, réédition orchestrée, édition augmentée, traduit en anglais. Bientôt, en bientôt. 2026. Avec une préface de Charles-Henri Besser, des ors qu'on salue. D'abord, un mot quand même sur ce concept d'intelligence collective, parce que on est quand même dans les entreprises où tout le monde est en silo, pour ne pas dire taylorisé, dans ses tâches, même tertiaires. Et vous, vous dites non, c'est fini, l'entreprise ne peut plus continuer à travailler comme ça. Pourquoi elle ne peut plus continuer à travailler comme ça ? En fait, on voit aujourd'hui qu'il y a un problème de vision stratégique. Il y a un flou stratégique, personne ne peut contester cela. Et c'est tout simplement parce qu'il nous faut modifier nos organisations de travail, nos manières de travailler ensemble pour mieux faire collectif. Et donc, si vous voulez, je vais mettre l'accent sur des pain points qui montrent bien tout ça, qui illustrent bien tout ça. Aujourd'hui, on a une pression individuelle qui est tellement forte que finalement, elle va mener à l'épuisement des collaborateurs les plus investis. Vous parlez du burn-out d'ailleurs dans votre ouvrage. Et quand c'est les collaborateurs les plus investis, ça pose question. C'est souvent les collaborateurs les plus investis d'ailleurs, qui sont cuits et qui s'épuisent. Ouais. Et il y a aussi l'idée que finalement, il y a beaucoup d'individualisme dans nos manières de travailler et dans notre société en général, qui va faire que c'est difficile de faire collectif, qui va amener de la compétition, de la rivalité. Et enfin, dernière chose, finalement, il y a un manque de régulation du cadre de confiance par un manque finalement de régulation des comportements qui vont empêcher le jeu du collectif, vont détériorer le jeu du collectif. Vous dites dans votre livre qu'on ne favorise pas, qu'on ne veut pas favoriser la créativité parce que les managers, les dirigeants, les CEO disaient non, attendez, ça va être un bazar sans nom. Alors que vous dites l'inverse. Vous dites qu'il faut favoriser, il faut créer et pousser à la créativité. Ça, vous le portez. En fait, c'est simplement parce que nos modes d'organisation aujourd'hui, qui sont issus de la taylorisation des tâches, vont favoriser l'opérationnel. C'est pas forcément une volonté délibérée qu'il n'y ait pas de créativité, mais ça va aller dans le sens de l'opérationnel, donc ça l'élimine.
Vous dites aujourd'hui, le chiffre, c'est un petit dessin marrant d'ailleurs, 1,5% de croissance, un nouveau client, 7 sur 10 en notre client, voilà. Bah, ça nous fera donc 10 000 de bonus tout rond. Des petits dessins qui illustrent votre livre qui sont assez drôles et vous dites l'entreprise a perdu sa capacité à disserter, à s'écrire, à se dire, sa faculté narrative. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait, moi, je le vois parce que finalement, quand j'ai beaucoup d'interlocuteurs, dirigeants, managers, qui individuellement sont convaincus qu'il faille mieux faire collectif, mais finalement, ils ont du mal à faire en sorte que ça marche au niveau de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est le modèle qu'il faut changer. C'est les manières de travailler qu'il faut changer. Et finalement, les gens qui vont aller dans le sens de mon projet, parce qu'à l'issue du livre, j'ai constitué une démarche pour amener les entreprises à se transformer avec une conférence. Le livre, qui est un livre-outil à destination des managers et des RH, qui a été distribué notamment par L'Oréal aux 100 DRH en première édition, 200 en deuxième édition et bientôt aux 400 managers internationaux. Mais ceux qui me font confiance, c'est des dirigeants visionnaires, comme L'Oréal, par exemple, qui sont dans l'innovation, l'excellence. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vient casser les murs des managers verticaux, ça veut dire qu'on travaille plus en horizontalité, ça veut dire qu'on prend plus le temps pour mettre des mots. Concrètement, ça se manifeste comment, cette intelligence collective au sein de l'entreprise ? Alors, il y a énormément de choses qui sont développées dans l'ouvrage, mais en règle générale, en fait, c'est sortir de l'opérationnalité pour aller vers le dialogue collectif, la réflexion collective, faire un petit pas de côté, être capable d'une remise en question. Et on a beaucoup de mal à cette transformation à cause de ça, parce qu'on est ancré dans l'opérationnel. Mais ça veut dire aussi qu'on est entré et ancré dans des rythmes professionnels où parfois on ne trouve pas l'espace pour le faire. On a beaucoup de réunionites où on l'entend, les gens s'épuisent, perdent un temps fou, on voit des mails en parallèle. On pourrait profiter de ce temps-là pour faire et aller sur le chemin que vous proposez, non ? Enfin, oui. Il faut le trouver, ce temps, quand même. En fait, moi, c'est justement la démarche que je crée, c'est pour faire en sorte que le collectif commence à trouver des solutions par lui-même. C'est ce que fait ma conférence. Une mobilisation, un dialogue collectif, une hauteur de vue pour se dire, non, en fait, il faudrait qu'on fonctionne autrement. Et d'ailleurs, chez un de mes clients, il y a un de ses collaborateurs qui est venu le voir et qui lui a dit, voilà, j'aimerais qu'on trouve des solutions pour mieux faire équipe. C'est généralement ce qui se passe après une de mes conférences. Et ils ont décidé de mettre des binômes pour casser les silos. Ça paraît idiot, mais c'est déjà aller vers une logique du collectif. Donc on rentre dans le concret avant de nous quitter, parce que c'est une vision, on voit bien que vous portez comme ça une sorte d'ambition de transformation. Concrètement, un conseil concret, là vous venez de vous en donner un binôme, on crée des binômes de service à service, on crée des moments de partage, d'espace, d'échange de quoi ? De rex, de technicité, qu'est-ce qu'on partage ? Alors, un conseil concret. Tout seul, on ne va pas réussir à faire collectif. Par contre, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de dirigeants, de managers et de DRH, alors qu'ils ont l'impression de savoir comment ça marche, le collectif, ne le savent pas. Et la mécanique du collectif, on ne la connaît pas suffisamment. Le livre est aussi une vulgarisation de la mécanique du collectif. Donc, se rappeler les bases. Parce que c'est subtil, c'est quelque chose, c'est vraiment, c'est une expertise, le collectif. Donc, c'est pas qu'un team building qu'on fait comme ça de temps en temps. Non, et il faut que ça soit ancré dans la durée. C'est pas un team building une fois par an où on fait du collectif. Il faut l'inscrire dans la durée. Voilà. Mais en fait, tout seul, on n'arrivera à rien, mais ensemble, on va arriver à quelque chose. Et c'est ce qui se passe lorsque je fais mes conférences. Ensemble, il y a un moteur qui se met en marche. Merci Charlotte pour cette énergie communicative et cette ambition, parce que vous portez une ambition au-delà de ce livre. Et si on la jouait collectif, l'intelligence du jeu humain, c'est un livre qui a été augmenté de la version précédente, traduit en anglais, je le précise. Édition Personne. J'ai mis l'accent anglais. Merci à vous, Charlotte Dupeyrat, l'autrice de notre rubrique Le Livre. Merci à toute l'équipe. Merci à Nicolas Juchat, que je salue et que j'en remercie. Merci à Paul, qui était avec moi au son aujourd'hui, et Kylian, qui réalisait notre émission. Merci à vous tous. Merci pour vos messages. Merci pour votre fidélité. Et à très, très bientôt. Bye bye.